Le but du freelance docteur, c'est voilà, de faire un point sur vos questions. Alors, comme thématique, on a choisi la meilleure forme d'entreprise pour un indépendant. Donc, l'idée, c'est que voilà, vous puissiez venir avec vos questions sur votre forme d'entreprise. Parce qu'il en existe beaucoup quand on est indépendant. On peut être en micro-entreprise, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, mais on peut être aussi sous format sociétaire, en EURL ou en SASU, où on peut même se poser la question de switcher. On est en micro aujourd'hui, on se demande si c'est adapté. Et on ne sait pas forcément si c'est pertinent de basculer sur une structure un peu plus peut-être lourde sur le papier. Voilà, l'idée c'est de faire un tour sur vos besoins aussi. Si vous avez des questions qui sortent de ce cadre-là de la forme d'entreprise, je pourrais y répondre aussi si voilà, c'est des questions peut-être un peu techniques sur la fiscalité ou la comptabilité. Bonjour Éléonore. Donc première question, interrogation entre entreprise individuelle et CAE, portage salarial. Alors voilà, c'est plusieurs formes d'entrepreneuriat possible entre guillemets. Alors l'entreprise individuelle, c'est une forme où on est en personne physique. Donc il n'y a pas de séparation entre nous et notre activité. Ce qui fait que si j'ai des dettes vis-à-vis de tiers, je suis responsable sur mes biens personnels hors résidence principale. Donc sur les formats entreprise individuelle, en fait, il y a deux grandes familles. Il y a la micro-entreprise et l'entreprise individuelle aux frais réels. Alors pour faire la différence entre les deux, la micro-entreprise, c'est la forme la plus simple que vous pouvez trouver. Simple pourquoi? Parce que on n'a pas la possibilité de déduire ses frais au réel. Donc, si je dois m'acheter du matériel, suivre une formation, je ne vais pas pouvoir déduire ces frais-là de mon chiffre d'affaires pour baisser ma base imposable. Non. Là, j'ai un abattement forfaitaire de 34% si vous faites de la prestation de service, du conseil à l'entreprise par exemple. Donc là, l'abattement est de 34%. Donc ces 34% d'abattement jouent ce rôle-là de charge. Donc vous n'avez pas à déduire les charges réellement payées. Donc au final, vous serez imposé sur 66% de votre chiffre d'affaires et imposé à l'impôt sur le revenu selon le taux du barème progressif. Après, pour le paiement de ces cotisations sociales, quand on est en micro-entreprise, on a 22% de cotisations sociales à payer. Alors là aussi, c'est pour les activités de conseil, de prestation de services, pour les activités d'achat-vente, voilà, de commerce, de restauration. Le taux est plus faible, il est à 12% à peu près. Mais donc, voilà, toujours est-il que la micro-entreprise, c'est un avantage. C'est simple parce qu'on n'a pas à tenir une comptabilité. On a cet abattement forfaitaire de 34%. Et en termes de charges sociales, on a simplement les 22% de charges sociales à payer sur la base de son chiffre d'affaires. Et sur le plan social, on va être affilié à la sécurité sociale des indépendants. Quand on est en entreprise individuelle aux frais réels, donc là, par rapport à la micro-entreprise, on va être imposé sur son chiffre d'affaires moins ses charges réelles. Donc, dans les charges, on va comptabiliser les frais liés à l'activité, l'achat du matériel, le déjeuner du midi quand vous êtes en mission, les frais de prospection, les frais de déplacement. On va compter également les charges sociales que vous allez payer. Donc, tout ça, on va le déduire du chiffre d'affaires et vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, selon le taux du barème, sur le bénéfice, voilà, sur ce qui va rester une fois qu'on aura déduit tout ça. Donc, c'est la grosse différence entre une micro et une entreprise individuelle aux frais réels. Après, sur le plan social, on reste toujours à la sécurité sociale des indépendants, mais là, on aura un taux de 45%. Et ces 45% vont s'appliquer sur la base du bénéfice. Donc, une fois qu'on aura déduit toutes les charges du chiffre d'affaires. Tout à l'heure, en micro, c'était 22%, mais 22% du chiffre d'affaires. Donc, la base des cotisations était plus importante que quand je suis en entreprise individuelle. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question d'Éléonore sur l'entrepreneuriat individuel. En fait, dans les entreprises individuelles de grande famille, micro et frais réels. Donc là, on a vu les spécificités entre les deux.
Ensuite, le portage salarial, c'est une autre forme. En fait, vous allez être un salarié de la boîte de portage et la société de portage va faire l'intermédiaire entre votre client et vous-même et va transformer votre chiffre d'affaires, entre guillemets, en fiche de paye. Donc là, ça vous coûte plus cher en cotisation puisque par rapport au chiffre d'affaires généré, vous allez transformer le chiffre d'affaires en fiche de paye. Et donc, voilà, sur une fiche de paye de salarié, entre le net avant impôt et le brut, mais le brut salarial plus patronal, il faut faire un fois 2. Donc, ça va vous coûter plus cher en cotisation sociale généralement. Donc, voilà pour Éléonore. Oui, une autre question de Mathilda. J'étais en EI, j'ai dû fermer avec les histoires de Covid et format pas adapté à mon activité. Je me tâte à rouvrir une SASU salariée. Mon CA est trop important pour rester en micro. Très bonne question Mathilda. Donc, avec la question de Léonore, on a pu faire un tour sur les formats d'entreprise, micro et entreprise individuelle aux frais réels. Sur la micro-entreprise, j'ai pas été au bout, puisqu'en fait, on a des seuils de chiffre d'affaires. On ne peut pas rester indéfiniment en micro-entreprise. Si je dépasse 72 500 euros de chiffre d'affaires encaissé sur 2 années consécutives, je ne peux plus rester sur ce statut et je bascule automatiquement aux frais réels. Sauf que quand je suis aux frais réels, j'ai pas la possibilité de vraiment optimiser mon statut. C'est bête et méchant, je déduis mes charges de mon chiffre d'affaires et sur ce qui reste, je suis imposé à l'impôt sur le revenu. Alors que sur les formats sociétés, donc Mathilda nous parle de la SASU, on va aussi retrouver l'EURL. Donc en EURL ou en SASU, des formats qu'on appelle société, là on aura plus de leviers pour optimiser sa situation fiscale. Donc pour aller un peu plus dans le détail après ce teasing, les leviers quels sont-ils? En gros, quand on va créer une société, donc EURL ou SASU, vu qu'il n'y a pas de lien de subordination entre nous et notre société, on est chef d'entreprise, donc on n'est pas lié à son entreprise, on n'a pas le droit du travail qui s'applique comme un salarié lambda. Donc je peux faire varier ma rémunération. Je peux choisir un mois de me rémunérer 1000, l'autre mois 2000, l'autre mois 0, et donc j'ai une réelle maîtrise sur ma fiscalité personnelle et sur ce que je vais ressortir de ma structure. Donc ça, c'est un premier point assez important en société, cette maîtrise-là dans le choix de sa rémunération. Si on veut pas se rémunérer, on laisse tout dans la structure, dans la société, et on n'impacte pas son impôt sur le revenu. Ensuite, autre possibilité en société, c'est de se prendre des dividendes. Donc les dividendes, pour donner une définition classique économique, en gros, c'est la rémunération du capital. Donc vous allez être associé de votre structure, vous allez mettre du capital dans la structure et à ce titre, la société va pouvoir vous rémunérer sous forme de dividendes. Et là, on a des traitements différents selon l'EURL ou la SASU, qui sont les deux grandes formes de société pour un indépendant. En SASU, c'est plutôt avantageux les dividendes. En fait, on a un taux qu'on appelle la flat tax à 30%. Donc, si la société me reverse 10 000 euros sur le résultat réalisé, sur ces 10 000 euros-là, il y aura 3 000, donc 30% à payer. Dans les 30%, on a l'impôt sur le revenu, taux fixe à 12,8 et 17,2% de CSG-CRDS, des prélèvements sociaux. Donc, une fois que j'ai payé mes 3 000 sur mes 10 000 euros de dividendes reversés par la société, j'ai payé tout ce que je devais et voilà, je suis clean vis-à-vis de l'État, j'ai du net de net. Ça, c'est pour la SASU. En EURL, fiscalement, j'aurai à payer un impôt sur le revenu sur un taux fixe à 12,8%. Et en plus de ça, j'ai des cotisations sociales à payer à hauteur de 45%. Ce sont les cotisations sociales que l'on doit payer quand on est à la sécurité sociale des indépendants. Et donc là, on comprend ici que en EURL, les dividendes ne sont pas super avantageux puisque je dois quand même payer des cotisations sociales. Et donc, c'est plus avantageux en SASU si on veut se rémunérer sous forme de dividendes. Après, il y a d'autres spécificités entre le URL et la SASU. La grosse différence, elle va être faite sur votre protection sociale. En EURL, vous allez être affilié à la sécurité sociale des indépendants, la SSI. Et donc, à ce titre, quand vous êtes à la sécurité sociale des indépendants,
vous avez à payer 45% de cotisation sur votre rémunération ou sur vos dividendes. Donc, si je décide que la société va me payer 1000 euros sur le mois de novembre, par exemple, ben, il faut savoir que sur ces 1000 euros, elle aura à payer 450 euros de charges sociales. Ça, c'est en EURL. En SASU, j'ai un statut d'assimilé salarié, ce qui fait que je vais être affilié au régime général et que je vais cotiser à la retraite des cadres. Donc, la protection sociale que je vais avoir va être très proche de celle d'un salarié cadre. Sauf que cette protection sociale aura un coût. Et en SASU, c'est à peu près en moyenne 75% du salaire net. Donc, ici, si la société me verse 1000 euros avant impôt sur le revenu, elle aura à payer 750 euros de charges sociales. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de se rémunérer quand on est en SASU que quand on est en EURL. Donc, attention dans le choix de la structure, Mathilda. Si vous décidez d'avoir une SASU, il faut bien avoir en tête le taux de cotisation qui va être assez important sur le salaire. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires assez conséquent qui vous permet de payer les cotisations, pas de souci, vous pouvez y aller. Par contre, voilà, si vous êtes sur un chiffre d'affaires moins important, il vaudra mieux peut-être privilégier le URL pour avoir un taux de cotisation plus faible. Après, sur la question de la protection sociale qui est centrale dans le choix de la structure entre le URL et dans SASU, il faut bien comprendre que voilà, ce différentiel de coût 45 en EURL et 75 en SASU, il s'explique par la différence de protection sociale. En SASU, on est bien mieux protégé qu'en EURL si on se rémunère et qu'on paie ses cotisations. Donc en EURL, si vous choisissez ce statut, ça peut être très pertinent de prendre une couverture complémentaire pour améliorer l'aspect mutuel, l'aspect prévoyance notamment. Enfin, l'aspect mutuel, c'est une chose, mais surtout l'aspect prévoyance. L'aspect prévoyance, ça va être essentiellement le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Qu'est-ce qui se passe si je me casse un bras que je ne peux pas travailler pendant 2 mois? Grâce à la prévoyance, vous aurez un revenu de substitution. Sauf que quand on est en EURL, la prévoyance est plafonnée, elle est pas tip top. Donc, si vous avez des besoins de revenus importants, ça peut être très pertinent de mettre en place un contrat de prévoyance complémentaire en plus de ce que vous offre la couverture classique de la sécurité sociale des indépendants. L'avantage quand on est en EURL, c'est que ces contrats de complémentaires, que ce soit mutuel ou prévoyance, sont déductibles. Ils vont passer dans les charges sous forme de contrat Madelin. Là où il y a un piège, c'est en fonction de vous, de votre situation personnelle vis-à-vis de votre santé. Voilà, si vous avez eu des antécédents de santé importants, des maladies un peu graves, vu que la prévoyance complémentaire se fait sur questionnaire de santé, malheureusement, si vous avez des antécédents lourds, soit ça va vous coûter très cher, soit carrément les assureurs privés ne vont pas accepter de vous suivre. Donc, si vous êtes dans ces situations-là, il vaut mieux être en SASU. Là, il n'y a pas de discrimination à l'entrée. Certes, ça va vous coûter plus cher en termes de cotisation sociale, mais au moins, vous serez bien couvert. Donc, merci Mathilda, vous confirmez mon propos. Donc voilà, c'est vraiment dans le choix du statut, c'est vraiment un des critères à prendre en compte, la protection sociale. En fonction des formes, vous allez dépendre d'une caisse. Soit la sécurité sociale des indépendants si vous êtes en micro, en EURL ou en entreprise individuelle aux frais réels, soit vous serez assimilé salarié si vous êtes en SASU ou en SAS. Donc, c'est réellement un des critères à prendre en compte. Après, pour aller plus loin dans la réflexion, en attendant vos questions, je reviendrai sur la question de Marie-Hélène, et pour aller plus loin sur les critères de choix de la forme, donc il y a cette question de la protection sociale qui est hyper importante, qui est pas forcément la plus évidente à conceptualiser comme ça quand on va faire son choix. Ensuite, on a un critère lié au fait d'être associé ou non à d'autres personnes. Si je veux monter un projet à plusieurs, que j'ai besoin de m'associer, forcément, si je suis en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, aux frais réels, là, je suis en personne physique, donc il n'y a pas possibilité de s'associer. Donc, dans ces projets-là, on va plutôt créer des formats sociétés. Ensuite, autre question à se poser, est-ce que j'ai des indemnités pour l'emploi?
Pourquoi je vous pose cette question? D'une part, nous sur Nova, notre spécialité, c'est d'accompagner les indépendants et notamment au lancement. On a une offre où la création de société est offerte. Donc, on est énormément en relation avec des freelances qui se lancent et qui sont sur ces questions-là de choix du statut. Et on a peut-être 60-70% de ces primo-créateurs, de ces freelances qui créent leur structure pour la première fois, qui ont la chance d'être couverts par Pôle emploi en parallèle. Et donc, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela. En fait, l'avantage quand on a Pôle emploi, c'est qu'ils vont nous garantir un revenu sur une période de 2 ans généralement, ou 3 ans selon notre âge. Et donc, ça peut réellement jouer le rôle d'incubateur. Voilà, ça va me permettre d'avoir une sécurité financière sur le lancement de mon entreprise. Après, quelles sont les interactions en fonction des formes juridiques? Quand je suis en personne physique, donc en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, vu qu'il n'y a pas de séparation entre personne physique, personne morale, voilà, tout le chiffre d'affaires que je vais générer, ça va être du revenu pour moi à titre personnel. Donc, j'aurai à le déclarer à Pôle emploi. Si je le déclare à Pôle emploi le percevra comme du revenu. Et donc, ils vont recalculer les droits versés sur le mois en question. Soit ils vont ne pas vous verser d'indemnité sur le mois en question parce que ce que vous allez gagner est supérieur aux indemnités versées, soit ils complètent et les indemnités Pôle emploi qui ne seront pas versées sur le mois en question seront reportées dans le temps. Voilà, ce n'est pas perdu. Mais bon, si ça marche bien pour vous, que vous avez des clients tous les mois, vous ne ferez que reporter vos droits, sauf que voilà, ça ne peut pas se faire ad vitam aeternam. Donc, c'est pas forcément la bonne solution. Alors que quand vous créez une société, donc en EURL ou en SASU, alors ça va être plutôt la SASU d'ailleurs, je vous reviendrai dessus quand on combine avec Pôle emploi, mais en créant une société, juridiquement, donc il y a cette personne morale qui est différente de nous, personne physique. Donc, c'est la société personne morale qui va générer le chiffre d'affaires. Tant que la société personne morale ne me verse pas de rémunération, je n'ai pas de revenu à déclarer à Pôle emploi. Et donc, si j'ai pas de revenu à Pôle emploi, à déclarer à Pôle emploi, mais Pôle emploi m'indemnise tous les mois, et ce sur une période de 2 ans. Donc, ça me permet de liquider facilement mes droits Pôle emploi sur les 2 ans. Et donc, pour rebondir sur le teasing de tout à l'heure, pourquoi SASU plutôt que URL, pour les données que je vous ai données tout à l'heure, en SASU, premièrement, si je me rémunère pas, je n'ai pas de cotisation sociale à payer. Donc, c'est le cas quand on est à Pôle emploi. On le deal avec Pôle emploi, on leur déclare aucune rémunération, on leur fait un PV de non-rémunération au début de l'indemnisation. Et donc, suite à ça, Pôle emploi me verse l'intégralité des droits. Donc, si je ne peux pas rémunérer, la seule façon de récupérer l'argent généré sur ma société, ça va être les dividendes. Et on l'a vu, les dividendes en SASU sont plus faiblement taxés qu'en URL. En SASU, pour rappel, on paie nos 30% de flat tax et puis terminé. Alors qu'en EURL, on a l'impôt sur le revenu à 12,8% et on a les 45% de cotisation sociale à payer. Donc, ça coûte plus cher qu'en SASU. Donc, c'est pour ça que pour les profils qui ont la chance peut-être d'être indemnisés par Pôle emploi en parallèle, c'est plus intéressant pour eux de créer une SASU. Peut-être dans le chat, vous pouvez me dire si ça concerne certains d'entre vous. Pour me rassurer, peut-être que j'aurais pas passé 5 minutes à expliquer quelque chose qui ne sera pas utile pour vous. Donc, ouais, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Alors, Mathilda, ce ne sont pas des magouilles. Enfin, tout ce que je dis là est totalement légal. Vous inquiétez pas. C'est normal. Oui. Alors, pour être précis sur les traitements de dividendes par Pôle emploi. Quand on est en SASU, vu qu'on ne paie pas de cotisation sociale sur ces dividendes, les dividendes ne sont pas considérés comme du revenu du travail, donc c'est des revenus du capital, et donc ça ne remet pas en question les droits versés. Après, il y a eu des cas spécifiques, c'est très très rare. Nous, sur le cabinet, sur Nova, on n'a jamais eu le cas. Mais on a eu des confrères pour qui c'est arrivé, où Pôle emploi est revenu sur les dividendes et ont perçu ça comme de la rémunération.
Et donc, pour pas prendre de risques, l'idéal, c'est d'attendre la fin de Pôle emploi pour se verser les dividendes. Mais normalement, dans 98% des cas, les dividendes ne sont pas considérés comme du revenu du travail par Pôle emploi, et donc ça ne remet pas en cause les droits versés. Et vous pouvez même vous verser des dividendes pendant la phase d'indemnisation. Et d'ailleurs, ce schéma-là de SASU, peut-être que certains d'entre vous sont passés par la case de Pôle emploi, et des conseillers Pôle emploi le suggèrent. C'est devenu une réelle alternative pour eux dans leur conseil. Il y a soit retrouver un emploi salarié, soit créer son propre entreprise et se créer son propre emploi. Et vu le contexte actuel, je pense que ça va être une nouvelle alternative de travail qui va se développer et qui sera promue directement par Pôle emploi sur les prochains mois. Alors, question de Pauline. Ah non, pardon, je vais quand même passer à la question de Marie-Hélène avant. Je reviendrai sur votre question, Pauline, juste après. Question de Marie-Hélène. Je me suis mise en micro pour assurer des missions éditoriales, mais je souhaiterais reprendre des activités d'édition de livres. Puis-je le faire en étant auto-entrepreneur? D'abord des missions éditoriales. Oui. Alors là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais donner une réponse plus générique. Quand on est en micro-entreprise, on peut avoir plusieurs types d'activités. Puisque, pour aller plus loin sur la micro-entreprise, donc on l'a vu, il y a des spécificités en fonction de l'activité. Pour les activités de prestation de services, de conseil en entreprise, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 72 500 euros. Et on a des taux de cotisation de 22% de charges sociales. Pour d'autres types d'activités d'achat-vente, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, il est de 180 000 euros à peu près. Et on a un taux de cotisation qui est à peu près de 12%. Et donc, ça veut dire qu'on peut très bien avoir des activités mixtes en micro-entreprise. Donc, une activité, par exemple, de conseil en entreprise que je vais déclarer. Donc là, on va être sur les seuils que je vous ai donnés tout à l'heure. Et une activité d'achat-vente. Voilà, peut-être ça répond à votre question. Ça permet de cumuler, en étant sur une activité mixte, de cumuler plusieurs types d'activités en fonction des différents seuils. Et c'est tout à fait possible. Ensuite, question de Pauline. Quelles sont les conditions restrictions pour cumuler activité salariée et statut d'indépendant? Donc, le cumul salariat et activité d'indépendant, c'est normalement possible. En fait, la seule restriction, ça va être votre contrat de travail. Est-ce que vous avez une clause d'exclusivité ou non avec votre employeur? Dans certaines situations, l'employeur ne va pas vous autoriser à avoir une activité en parallèle et de développer votre propre entreprise. Donc, c'est vraiment ça qui va possiblement poser problème. Mais si tout est clair avec votre employeur, si vous n'avez pas de clause d'exclusivité, dans ce cas-là, vous pouvez très bien mener les deux de front. Ensuite, peut-être pour aller plus loin sur la question de Pauline, quand on mène activité salariée et indépendant, quelle forme choisir? Donc, si ce sont des revenus plutôt modestes, là, vous pouvez choisir la micro-entreprise. Vous n'allez payer des cotisations seulement que quand vous aurez du chiffre d'affaires. Si vous commencez à avoir pas mal d'activités sur l'activité d'indépendant, ça peut être intéressant pour vous d'être en SASU. Et également si vous avez des revenus salariés importants. Si vous êtes fortement imposé à l'impôt sur le revenu. Pourquoi ça peut être pertinent la SASU? Puisque grâce aux revenus salariés, vous aurez votre protection sociale. Donc, ce ne sera pas obligatoire pour vous de vous rémunérer sur votre statut d'indépendant. Donc, grâce au salaire de salarié, voilà, niveau social, tout va bien. Et donc, ce que vous allez générer en tant qu'indépendant, en SASU, vous allez le ressortir en dividendes. Et les dividendes en SASU sont imposés simplement à 12,8%. Donc, voilà, ça peut permettre de faire des gains d'impôt sur le revenu. Voilà, si vous êtes sur des taux d'imposition assez élevés à cause de vos revenus salariés. Alors, Marie-Hélène est allée un peu plus loin dans sa question. Oui, alors, le désavantage de la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire ses charges au réel.
Donc, tout passe pour neutraliser l'impact des charges payées sur l'aspect fiscal. Tout va passer par le pourcentage forfaitaire de frais, donc l'abattement. Et donc, si vous avez des frais à avancer, donc notamment les frais d'impression, peut-être que ces frais d'impression vont être supérieurs à l'abattement forfaitaire que les impôts nous imposent. Donc, dans cette situation-là, ça peut être intéressant pour vous d'être aux frais réels directement. Et après, voilà, si vous êtes aux frais réels, vous pourrez toujours avoir les deux activités en commun sur la même entreprise individuelle aux frais réels. Par contre, vous n'allez pas pouvoir combiner micro-entreprise et entreprise individuelle aux frais réels. Voilà, ça peut poser problème. Après, là, ça peut être une situation pour Marie-Hélène un peu particulière. Il faudrait que je puisse connaître votre caisse de protection sociale. Est-ce que vous êtes à la protection sociale des artistes-auteurs? Non, donc vous êtes à la sécurité sociale des indépendants. Donc, à la sécurité sociale des indépendants, vous ne pouvez pas cumuler deux statuts. Voilà. Soit vous êtes micro-entreprise, soit vous êtes aux frais réels, mais vous ne pourrez pas cumuler une micro avec une entreprise individuelle aux frais réels. Voilà, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas non plus cumuler une micro-entreprise avec une EURL. Parce que là aussi, en EURL, vous êtes travailleur non salarié affilié à la sécurité sociale des indépendants. Donc, vous ne pourrez pas cumuler les deux. Mais par contre, vous pouvez tout faire sur la même structure. Donc, soit vous restez en micro, soit en entreprise individuelle aux frais réels. Mais si vous devez avancer beaucoup de frais, ça peut être pertinent d'être directement aux frais réels pour pouvoir déduire toutes ces dépenses-là du chiffre d'affaires et donc ainsi baisser votre base imposable. Et peut-être que les frais que vous avancez vont couvrir le chiffre d'affaires et donc ainsi vous n'aurez pas de bénéfices et donc vous n'allez pas créer d'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est un calcul à faire. Alors qu'en micro-entreprise, voilà, c'est forfaitaire. Peut-être que le forfait d'abattement est inférieur au coût fixe et aux frais que vous devez avancer pour votre activité. Voilà Marie-Hélène, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ok, donc si ça reste des petits montants, peut-être que l'abattement forfaitaire de la micro reste encore intéressant pour vous. Alors ensuite, y a-t-il d'autres questions sur les formes juridiques? Question de Laure. Concernant la retraite, c'est loin certes, mais il faut y penser. Que conseillez-vous? Alors, ce que je conseille pour la retraite, c'est vrai qu'entre les différents statuts d'indépendants, on aura beaucoup de disparités. Donc, ça va vraiment dépendre de votre forme d'entreprise. Et il se peut que la législation change également, puisque avant les événements récents, on était plutôt sur un schéma de couverture retraite universelle avec un système de points qui serait le même pour tous les actifs. Donc, ce que je dis là va certainement changer si la réforme est remise sur le tapis et un jour votée. Mais bon, voilà, cet aparté de fait, pour l'instant, pour la retraite, pour mieux comprendre comment ça se calcule, en fait, il y a deux parties dans la retraite. Il y a une partie retraite de base et une partie retraite complémentaire. La retraite de base, c'est le fait de valider ces trimestres de retraite pour partir au taux plein. Et en validant tous ces trimestres, voilà, on a un taux plein et ça nous garantit un montant fixe de retraite. On additionne à cette retraite de base la retraite complémentaire. Donc la retraite complémentaire, c'est vous qui vous la constituez grâce au point de retraite complémentaire que vous allez cotiser tout au long de votre carrière professionnelle. Donc par exemple, un cadre, lui, va faire l'acquisition de points Agirc-Arco. Un indépendant, s'il est à la sécurité sociale des indépendants, va cotiser pour des points SSI, les points de la sécurité sociale des indépendants. Quelqu'un qui est en SASU ou en SAS,
On l'a dit tout à l'heure, en SASU-SAS, socialement, on a un statut d'assimilé salarié. Donc, on va cotiser à l'Agirc Arrco également pour sa retraite. Et en fait, c'est là où on aura une grosse disparité entre les différents statuts. Le point Agirc Arrco, quand on est en SASU, certes, il va vous coûter un peu cher à la cotisation, mais il est beaucoup plus rémunérateur une fois que vous serez à la retraite. Comparativement au point SSI. Donc, le rendement entre ce que vous allez cotiser sur le point de retraite complémentaire et ce que ça va vous rapporter est meilleur en SASU qu'en URL. Ça, c'est le constat de base. Après, l'avantage, quand on est en URL, c'est le cas aussi en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, mais on peut prendre des contrats de retraite complémentaire pour améliorer cette partie-là. Après, il y a plusieurs façons de se constituer une retraite aujourd'hui. Soit on croit dans le système et donc on joue le jeu, on valide ses trimestres de retraite et on fait l'acquisition de points de retraite complémentaires. Soit alors on peut choisir une autre stratégie qui est de payer le moins de charges sociales possible et de se constituer une retraite sous forme de patrimoine immobilier. Ouais, c'est une possibilité. Pour rebondir sur la question de Bruno qui m'aiguille un peu dans la réponse à apporter, selon les statuts, il va falloir un certain montant de chiffre d'affaires ou un certain montant de rémunération pour garantir la validation des trimestres de retraite, donc la partie retraite de base. Alors, je vais faire statut par statut. En SASU, il faut se rémunérer 1 530 € bruts par trimestre pour valider le trimestre de retraite. Donc ça, c'est une règle de base. Donc, si vous décidez ou si vous êtes en SASU aujourd'hui que vous ne vous rémunérez pas, c'est extrêmement dangereux puisque vous passez à côté de la validation de vos trimestres de retraite. Donc, à minima, il va falloir prendre 1 530 € bruts par trimestre. Donc, si vous faites une fiche de paye de 1 530 € bruts sur le trimestre, c'est bon. Ça, c'est pour les SASU. Ensuite, pour les EURL, là, il n'y a pas de fiche de paye. On est sur un système qui est beaucoup plus simple. On parle de rémunération nette. Donc là, il faut avoir une rémunération nette sur l'année d'à peu près 7 000 €, d'un peu moins de 7 000 €. Donc, si vous avez 7 000 € de rémunération, vous validerez vos trimestres de retraite auprès de la sécurité sociale des indépendants. Point important, et je crois aussi que c'est à ça que Bruno faisait référence, sur les cotisations minimales des indépendants pour la retraite. Quand on est travailleur non salarié, quoi qu'il arrive, alors ça va être sur les formats de URL et d'entreprise individuelle aux frais réels, quoi qu'il arrive, on a un minimum forfaitaire de cotisation à payer. Ce minimum forfaitaire, il est à peu près de 2 500 – 3 000 € sur l'année. Donc, même si j'ai pas de revenus, si j'ai pas de chiffre d'affaires, j'aurai ce minimum de cotisation à payer. Mais bon, ce minimum de cotisation, vous ne payez pas pour rien. Il va vous permettre de valider des trimestres de retraite. Or, il validera pas l'intégralité des trimestres de retraite. Je crois qu'il va vous manquer un trimestre si vous payez juste le forfait. Donc, voilà, ça vous validera de mémoire 3 trimestres sur les 4. Et donc, il va falloir quand même essayer de trouver un complément de rémunération pour valider les 4 trimestres sur l'année. Donc ça, c'est un point important quand même à anticiper si vous créez votre structure et que vous posez la question. Sachez qu'en EURL, quoi qu'il arrive, vous aurez les cotisations sociales. En micro-entreprise, c'est pas le cas. En micro, tant que je déclare rien, j'ai rien à payer en termes de cotisation. Donc voilà pour la partie retraite. C'est vraiment très spécifique. Après, ça dépend de votre âge aussi. C'est peut-être pas conseillé pour tout le monde de mettre en place des contrats de retraite complémentaires parce que ça coûte un certain montant. Le rendement, peut être différent en fonction de vos situations. Ça peut être aussi une façon d'optimiser un peu votre fiscalité et la fiscalité de votre entreprise. Donc voilà, mais c'est des questions que vous devez aborder avec votre expert comptable ou avec un professionnel en protection sociale.
Question de Laure. C'est l'URSSAF qui transmet le chiffre d'affaires pour valider les retraites, c'est ça, en AE? Oui, c'est ça. En fait, en micro-entreprise, donc les démarches sont ultra simples. Pour rappel, peut-être certains ne sont pas sur ce statut-là. Vous devez juste déclarer, encaisser tous les mois ou tous les trimestres selon l'option déclarative que vous aurez choisie. Et donc, à la suite de la déclaration, vous payez vos cotisations sociales. Et donc, cette déclaration-là, vous la faites auprès de l'URSSAF. Donc, c'est un portail spécifique aux entrepreneurs. Donc, c'est auto-entrepreneur/URSSAF. Vous faites votre déclaration là-dessus. Et en effet, c'est eux qui communiquent tout ça à la caisse de retraite pour validation des trimestres. Question, pourquoi un indépendant français n'utiliserait pas une entreprise à l'étranger type Irlande? Si l'indépendant est français et qu'il est domicilié en France, sa résidence fiscale est en France, donc sa structure, il doit la créer en France. Voilà, tout simplement. Ça peut être dangereux de verser dans ce genre de calcul, créer une entreprise dans un pays plus faiblement taxé. Voilà, ça peut être plus litigieux en cas de contrôle. Il faut pouvoir le justifier. Si vous n'avez pas d'activité en Irlande, rien ne justifie la création de votre entreprise en Irlande. Et si vous êtes résident français, encore plus. Alors, une autre question de Laure. Et quand la transmission ne se fait pas, quel recours a-t-on? Oui, question de Laure. Alors, les recours, malheureusement, ce sont les recours classiques que l'on connaît avec l'administration. Et donc, c'est un peu la face cachée du freelancing. C'est que voilà, on est chef d'entreprise et on doit gérer ce type de déconvenus. Donc, il faut s'armer de patience, appeler l'URSSAF, leur envoyer des courriers, des relances, demander des prises de rendez-vous pour faire le point. Vous pouvez justifier des cotisations payées aussi. Voilà, vous constituez un dossier auprès d'eux pour justifier de la bonne validation des trimestres. Alors normalement, ça fonctionne bien. Ça arrive, mais dans des cas assez rares. Voilà, la question de l'or peut faire peur à certains, mais c'est plutôt rare comme situation. Peut-être que c'est déjà arrivé à l'or et c'est pour ça qu'elle me pose la question. Mais voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. D'ailleurs, la sécurité sociale des indépendants, qui avait mauvaise presse au début. Avant, ça s'appelait le régime social des indépendants, la RSI, le RSI. Et il y a eu un changement de nom parce que voilà, le RSI a eu beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu pas mal d'erreurs sur des appels de cotisation totalement délirants. Et donc ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Ils ont vraiment fait pas mal d'efforts, ils se sont vraiment mieux organisés et depuis, on a voilà, plus de suivi. Si on veut avoir un conseiller au bout du fil, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Alors forcément, ça reste perfectible, mais voilà, je veux pas taper bêtement sur l'administration. C'est trop simple. Ils étaient mauvais avant, ils ont fait des efforts, ils se sont restructurés, ils ont changé de nom, ils s'appuient maintenant sur les outils de l'URSSAF et ça porte ses fruits. Vraiment, le niveau est vraiment meilleur par rapport à ce qu'on avait avant. Donc oui, ces situations peuvent arriver, mais ça reste l'exception. Voilà, ça reste l'exception et faut pas avoir peur de ces déconvenus là. Ça reste rare. Mais merci Marie-Hélène. Donc voilà. Pour appuyer mon propos, c'est vrai que le RSI, ça pouvait être catastrophique. À l'époque, donc, on accompagnait les créateurs d'entreprises et que c'était encore le RSI. Certains voulaient absolument éviter le RSI et créer des SASU juste pour cette raison-là, qui n'est pas forcément une bonne raison sur le papier, mais il y avait tellement d'histoires, de situations qui ont mis à mal des indépendants que voilà, ça refroidit beaucoup de personnes. Mais voilà, maintenant c'est différent, ils se sont améliorés et c'est l'histoire ancienne. C'est fini, Marie-Hélène, le RSI, c'est fini.
Alors, y a-t-il d'autres questions? Après, je pense qu'on va arriver sur la fin aussi de cette session de freelance docteur. Alors, je vais profiter de la fin peut-être pour vous parler un peu plus de Nova Expertise. Donc, on est partenaire de l'événement des Indes Paris. On avait un stand. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur la partie expo, l'onglet tout en bas à gauche sur la colonne. Donc, on accompagne spécifiquement les indépendants. Tous mes clients sont des indépendants qui font de la prestation de services, du conseil à l'entreprise essentiellement, avec une offre d'accompagnement qui part dès la création de la structure. Et on offre la création de la société. Donc, on va faire la rédaction des statuts, le dépôt du capital social, la constitution du dossier, l'envoi du dossier au greffe jusqu'à réception du CABIS. Et on ne prendra aucun honoraire juridique pour toutes ces formalités-là. Et ensuite, une fois la société créée, bon, on reste un cabinet d'expertise comptable, donc on va remplir toutes les formalités comptables, fiscales, sociales, obligatoires de votre structure. Et on va faire ça avec une façon plutôt innovante, En fait, on va allier dématérialisation et accompagnement individuel au quotidien. Alors, la dématérialisation va passer par l'intermédiaire d'outils en ligne de notre partenaire Time. Time, c'est T2IME. Il y a deux applications. Il y a Time Receipt, Time Invoice et Time Accounts. Ils ont changé de nom sur la dernière. Je fais toujours l'erreur. Time Invoice et Time Accounts. Donc, sur Time Invoice, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir gérer votre facturation. Donc, vous pouvez créer des devis, transformer les devis en factures et avoir un suivi client par client de ce que vous avez facturé et de ce qui vous a été payé. Donc, c'est beaucoup plus simple dans la gestion des relances, par exemple. Sur Time Accounts, vous aurez la visibilité sur votre compte bancaire professionnel. Et l'autre avantage, c'est le fait de pouvoir prendre en photo vos justificatifs par l'application et ainsi leur donner une valeur probante. Donc, même si vous perdez le justif papier pour le frais que vous avez avancé, grâce au justificatif pris en photo depuis l'application, ça fait foi en cas de contrôle face au contrôleur. Donc, nous, l'avantage de ces applications, c'est qu'on va récupérer toutes les informations nécessaires à la tenue des comptes. Donc, on n'a pas à vous courir après, à vous relancer sur les relevés bancaires, les justificatifs ou autres. Ça fluidifie énormément l'échange d'informations et ça va vous faire gagner du temps dans l'interaction que vous aurez avec votre expert comptable. Et donc, ce temps-là gagné, que ce soit de notre côté ou du vôtre, nous, on va le mettre dans l'accompagnement individualisé. Vous aurez un conseiller Nova pour vous, disponible par mail, par téléphone, en visio ou en rendez-vous physique. Donc à Paris, nous, nos locaux sont au 15 rue Aubert. Donc là, faute de conditions sanitaires acceptables, disons, on est tous en télétravail, mais dans le nouveau monde, une fois qu'on pourra se revoir et prendre des cafés ensemble, on pourra échanger autour d'un café si vous avez des questions sur votre forme juridique ou voilà, si vous êtes client Nova, forcément. Donc voilà pour le modèle d'accompagnement. Et l'idée, c'est que tout est packagé, il n'y a pas de surprise. Vu qu'on ne suit que des indépendants, on a construit une offre sur mesure. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de notre page contact. Et donc, il vous suffit de laisser vos coordonnées et vous serez rappelé par nos services dans la foulée pratiquement pour vous proposer un rendez-vous avec un conseiller Nova qui pourra vous parler un peu plus de l'offre et vous donner les prix. Et également, si vous êtes en phase de création de société, il pourra vous conseiller sur la forme juridique. Et le rendez-vous est totalement gratuit. Donc voilà, Bruno nous fait un petit rappel. On va se laisser et on se dit peut-être à très vite. Merci à tous pour cette session de Freelance Docteur.